Je pense qu'il y a plein de soignants qui font pas appel à l'interprétariat sans avoir aucune mauvaise volonté, mais c'est qu'inconsciemment, il y a des gens chez qui on ne s'inquiète pas des craintes, on s'inquiète pas de la douleur, on s'inquiète pas des complications, on s'inquiète pas vraiment. Et pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'il y a dans la société un mépris envers les immigrés, une volonté d'avoir une intégration rapide et parfaite. Bonjour, je m'appelle Miguel Chema, je suis étudiant en médecine et je suis aussi l'auteur du livre La santé politique aux éditions Belfond. J'ai un parcours peu classique, je fais mes études à Paris. La médecine était toujours un peu évidente pour moi. Je suis en 5e année et je prépare le concours de l'internat qui est dans pas longtemps. Et c'est des questions qui me travaillent depuis un moment, en fait, depuis plusieurs années. Et je faisais le constat un peu douloureux que la médecine se pensait un peu en dehors des déterminismes sociaux, des mécanismes sociaux, même qu'elle est totalement inscrite dans le monde social. Et donc, j'avais envie de m'attaquer un peu au mythe, comme quoi le regard du clinicien et la structure médicale en tant que telle étaient un peu exempts de tous les systèmes de domination qu'on pouvait retrouver en fait, partout ailleurs. Au cours de mes études, voilà, je faisais des constats toujours un peu plus douloureux les uns que les autres, et j'avais envie aussi de remettre au centre ce que les sciences sociales en fait ont produit depuis plusieurs décennies maintenant, savoir que la médecine est traversée elle aussi par un certain nombre de systèmes de domination, et que si on veut soigner au mieux les individus, il faut que nous soignants ayons un peu une pratique réflexive. Le compte Instagram est né au moment du Covid. J'avais beaucoup de colère et beaucoup d'incompréhension à ce moment-là. Dans les discours qu'on entendait ici et là, à savoir que le confinement, on entendait des discours soit doloristes, soit un peu moralisateurs sur le confinement, et des discours qui parlaient beaucoup de responsabilité, autant dans la sphère médiatique en général que dans le monde médical. Or, on n'est pas responsable de sa santé en fait. Et ce que nous ont appris les mouvements LGBT au moment les mouvements de lutte contre le sida, c'est qu'en fait, une épidémie, c'est une question politique. Tomber malade, c'est politique. Et il y a plein de mécanismes sociaux qui ont produit la maladie. Et si, par exemple, les quartiers populaires étaient les plus touchés par ce virus qu'est le Covid, c'est pas parce qu'elles respectaient pas le confinement, ce qu'on pouvait entendre médiatiquement, et c'est parce qu'elles appartenaient aux catégories les plus défavorisées, qui ne pouvaient pas être confinées tranquillement dans un grand appartement, mais en fait étaient à plusieurs, avaient les professions les plus exposées, etc., etc. Et donc il y avait une volonté comme ça de s'attaquer aux idées de responsabilité, en fait, qui n'existent pas. On n'est pas responsable de sa santé. L'une des plus grandes surprises et l'un des plus grands chocs dans mon parcours, ça a été la faible utilisation de l'interprétariat professionnel pour les patients allophones, donc les patients qui ne maîtrisent pas le français en France. Et depuis les années 80-90, il y a des associations comme ISM Interprétariat qui ont des partenariats avec des structures sociales, mais aussi presque en fait tous les hôpitaux parisiens. Il y a aussi des associations dans le sud de la France avec les hôpitaux marseillais. Bref, il y a pas mal de choses sur le territoire. Et je faisais le constat un peu douloureux que pour les patients qui ne maîtrisent pas le français, les professionnels de santé ne faisaient pas appel à l'interprétariat professionnel, en tout cas trop peu, alors même que ils avaient accès. Plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'était pas juste un constat personnel, mais en fait c'est un phénomène systémique. Je pense que l'inspection générale des affaires sociales avait fait un rapport en 2023 disant que la France était en retard dans l'utilisation de l'interprétariat professionnel dans des contextes sociaux et de santé. Et qu'est-ce que ça veut dire de pas permettre la communication avec des patients? Qu'est-ce que ça veut dire en fait de silencier des patients en leur donnant pas les capacités de communiquer? Et la chose la plus surprenante, c'est que quand on est étudiant en médecine, on ne cesse de nous dire, et à juste titre, que l'interrogatoire est le moment le plus important, il faut parler à son patient, etc., etc. Et pour certains patients, alors même qu'il y a moyen, on ne faisait pas appel à l'interprétariat professionnel. Dorothée Prudhomme, qui est une sociologue assez géniale, qui fait un boulot assez intéressant, avait, avait fait une étude dans des hôpitaux parisiens, dans différents services, et avait dit que dans tout le temps de son étude, il n'a jamais été fait appel à l'interprétariat professionnel pour les patients ne maîtrisant pas le français. Plus grave encore, certains médecins qu'elle interrogeait, certains soignants, disaient, certains se targuaient de faire un diagnostic sans parler aux patients, et certains utilisaient l'expression faire de la médecine vétérinaire. Alors ils disaient faire de la médecine vétérinaire non pas parce qu'ils considéraient consciemment les individus allophones comme des animaux, mais ils essayaient d'expliquer ce que c'est de faire une médecine sans communiquer, donc médecine vétérinaire, mais ils se rendaient pas compte qu'ils utilisaient l'expression la plus adaptée pour parler de ce qu'ils font, à savoir déshumaniser des individus. Et
au fond, même si on fait un diagnostic, quand on communique pas avec son patient, en fait, on ne sait rien de ses interrogations, de ses craintes, de ses attentes. Est-ce qu'il a compris le traitement? Et ça, c'était vraiment un constat, autant sur mon parcours assez constant, et qui est général. Il y a une thèse qui a été soutenue l'année dernière qui est assez belle, d'un docteur qui s'appelle Julian Mesrani et qui essayait d'étudier le rapport que les personnes, allophones ont avec leurs maladies, chroniques. Et il montre, rien de surprenant là-dedans, que, les patients allophones, pour qui on ne fait pas appel à un interprétariat professionnel, ne comprennent pas leur pathologie, leur traitement, ont un mauvais rapport à leur corps. En fait, ils se sentent un peu enfermés, ils maîtrisent pas leur santé, alors même que le rôle, je pense, que nous soignants avons, c'est de faire en sorte que de réduire les souffrances des individus, de faire en sorte que les individus comprennent leur pathologie, leur traitement, les complications éventuelles. Le cas le plus grave dans son étude, c'est une patiente, marocaine, qui vit dans un hôtel du 115, qui a un cancer, digestif si je me trompe pas, et pour qui tout au long de son parcours, il n'a jamais été fait appel à un interprétariat professionnel. Alors que je le rappelle, les hôpitaux parisiens sont en partenariat avec des associations comme, ISM Interprétariat. Cette patiente-là n'a eu comme pour interprète que son mari, qui est devenu son ex-mari, au cours de son parcours, qui a omis de dire que le cancer en question était métastasé, et cette patiente a accepté une opération qu'elle aurait peut-être refusée si elle avait su, au moment opportun, que son cancer était métastasé. On pourrait reprocher à l'ex-mari de ne pas avoir communiqué, mais en fait, je pense que les responsables sont les soignants qui ne font pas appel à l'interprétariat professionnel. Sachant que la Haute Autorité de Santé dit que la seule manière éthique de communiquer avec des individus ne maîtrisant pas le français, c'est de faire appel à un interprétariat professionnel. On voit dans la pratique courante que, en fait, souvent les gens font appel à des proches ou dans les hôpitaux, on fait appel à des personnes, qui maîtriseraient la langue étrangère. Mais il faut, pour que cela soit possible, en fait, que les individus qui font l'interprétariat ont un niveau de compétences linguistiques équivalent entre le français et la langue étrangère, ce qui n'est pas souvent le cas, que ça soit pour les accompagnants, les proches ou pour les médecins, qui maîtrisent les langues étrangères. S'agissant des soignants, en fait, on a rarement vu une diversité linguistique dans les soignants qui correspond à celle de la patientèle. Et en même temps, je pense que tout le monde n'a pas envie d'avoir son proche, dans un rendez-vous infectio, dans un rendez-vous de médecine générale. Et quand on ne fait pas appel à un interprétariat professionnel, on crée de la dépendance chez des patients. En fait, la solution, c'est d'appeler, les interprètes professionnels, hein. On a des interprètes professionnels de manière physique, mais aussi des appels. La seule solution, c'est de faire ça. En tant qu'externe, quand j'avais parce qu'il faut le code, en question, vu qu'on a des tarifs, préférentiels. Quand j'avais le numéro, je le faisais moi-même et en fait, personne m'a jamais reproché de faire appel à un interprétariat professionnel. Tous les externes et tous les internes ne savent pas forcément qu'il y a ces numéros-là. Non, la Haute Autorité de Santé dit qu'il faut une formation des professionnels parce que beaucoup ne savent même pas que, il y a un numéro qu'on peut appeler et avoir un interprète professionnel avec une diversité linguistique qui est assez fascinante. Je pense qu'il faut aussi créer d'autres dispositions chez les soignants. Et c'est pas du tout une attaque, personnelle, mais je pense que quand on fait le constat que, pour certains patients, on ne fait pas appel à un interprète, c'est précisément parce que, au fond, quelque part, on s'intéresse pas à ce que ces gens ont à dire. Et si on s'intéresse pas à ces questions-là, c'est pas comme ça, c'est pas parce que les soignants seraient foncièrement méchants. Je pense qu'il y a plein de soignants qui font pas appel à l'interprétariat sans avoir aucune mauvaise volonté. Mais c'est que inconsciemment, il y a des gens, chez qui on ne s'inquiète pas des craintes, on s'inquiète pas de la douleur, on s'inquiète pas des complications, on s'inquiète pas vraiment. Et pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'il y a dans la société un mépris envers les immigrés, une volonté, d'avoir une intégration rapide et parfaite. Certains soignants dans la thèse de Julian Mesrani disaient, «Bon, là je vous donne l'ordonnance, mais au prochain rendez-vous, si vous savez pas bien parler français, je vous donne pas l'ordonnance». Dans cette faible utilisation de l'interprétariat professionnel ou dans ces commentaires sur ce que devrait être le niveau, linguistique des individus, il y a un rapport à l'intégration à la française, un rapport au nous national, un rapport à ce que devraient être les individus en France. Il y a une aussi très belle pièce qu'a fait, Caroline Nguyen qui s'appelle Valentina, qui raconte en fait comment une mère, une femme roumaine, ayant un problème cardiaque vient en France pour se faire soigner, pour qui on ne fait jamais appel à un interprétariat professionnel et c'est la petite fille, qui joue le rôle de l'interprète. Et ça, c'est vraiment une situation anecdotique, dans le système français aujourd'hui. Bah, déjà parce que tout l'est et
que, la santé, la mauvaise santé, le rapport à son corps, le rapport au traitement, le rapport au corps médical, aux institutions médicales est produit socialement. C'est l'expression de conditions matérielles d'existence, c'est l'expression d'habitus, c'est l'expression de tout ça. C'est mon analyse et je pense que d'autres la partagent, mais qu'en fait, on ne peut pas faire l'économie de toute cette question quand on essaye de prendre en charge des corps et des individus. Je pense par exemple de parler de la responsabilité, que les gens seraient responsables de leur santé, c'est multiplier par 0 tous les éléments, c'est-à-dire le travail, le fait d'avoir des papiers ou non, le fait d'avoir une couverture sociale ou non, le fait d'avoir une mutuelle ou non, et cetera, produit en fait de la mauvaise santé, produit des pathologies, produit des phénomènes aussi d'évitement du système de santé, en fait. Beaucoup de gens, parce qu'ils se disent: «Non mais c'est pas grave, je vais pas perdre une journée de travail» et cetera, ne vont peut-être pas aller voir le médecin. J'ai l'impression que le monde médical est un peu, hermétique à ces questions. Moi-même, je me pose la question un peu tous les jours. Après, pourquoi c'est périn? Je pense aussi que, pour être un peu redondant, en fait, on s'attaque pas à cette histoire et on voit pas comment, en fait, il y a un culturalisme et un racisme qui est extrêmement prégnant dans notre société et la médecine ne fait pas exception. Par exemple, moi, ce qui m'a surpris, c'est tous les discours qu'on peut entendre sur, les femmes roms et leur fécondité et que les femmes roms ont beaucoup d'enfants, limite elles sont ainsi faites, c'est leur culture, elles font beaucoup d'enfants, elles ne cessent d'avorter et une femme raconte avoir eu 2 avortements et à son deuxième avortement, le médecin lui dit, «Mais vous êtes rom vous?» Elle est un peu surprise, elle dit: «Ah bah non», elle dit: «Bah, c'est les roms qui font autant d'IVG». Alors de fait, toutes les études montrent qu'il y a un taux de fécondité chez les femmes roms, important. Le problème, pour moi, c'est la manière dont le monde médical interprète ce taux de fécondité et donc il y a un culturalisme que Dorothée Prudhomme a largement montré, que d'autres chercheurs ont largement montré, que les roms sont ainsi faits, c'est leur culture conservatrice, qui leur fait avoir des enfants, très jeunes et donc que ces femmes-là, ne s'intéressent pas, à la contraception. Ce qui fait que les femmes roms ont un accès différencié à la contraception et que dans certains cas, l'IVG peut devenir leur dernier moyen de contraception. C'est pas les seules explications, mais ça fait partie d'une explication du taux d'IVG plus important chez les femmes roms. Et c'est un racisme qu'on retrouve un peu partout en Europe, hein. Il y avait un rapport de l'Observatoire de la xénophobie européen qui montrait que voilà, hein, qui était publié en 2003. Alors même que c'est en partie le racisme médical qui font que ces femmes-là ont un accès différencié à la contraception, et donc potentiellement, des grossesses, plus importantes et à des âges plus tôt. C'est à la culture des Roms que le monde médical va s'intéresser et la question c'est quid des conditions matérielles des femmes roms en France, en fait, qui explique aussi le fait que n'ayant pas un job, n'ayant pas, pour certaines, n'ayant pas, des conditions matérielles d'existence, en fait, tenables, n'ayant pas aussi un suivi médical, aussi stable pour des personnes, qui se déplacent et cetera et cetera. Force est de constater et nombreux chercheurs l'ont constaté, que pour, les personnes racisées, il va arriver que le monde médical va culturaliser les pratiques, les craintes et les attentes, alors même qu'il faudrait s'intéresser à la manière dont les individus vivent, quels sont leurs jobs, quels sont leurs niveaux socio professionnels, quels sont leurs niveaux d'éducation, qui pourraient expliquer telle ou telle pratique et cetera et cetera. Je pense de fait qu'il faut, produire, différents types de cliniciens et donc c'est aussi aux facultés de médecine de mettre un peu plus de sciences sociales dans les parcours, même si le parcours est largement là-dedans, c'est important et je dis pas qu'il faut juste mettre des sciences sociales comme ça pour répondre à des QCM, mais en fait de produire des cliniciens qui comprennent que la manière dont ils font la médecine et dont la manière dont aussi ils perçoivent les patients est produite socialement. Je pense que s'il y a un message à retenir, c'est que une médecine juste et égalitaire ne peut pas faire l'économie d'une pratique réflexive et de ce que les sciences sociales ont apporté et ont à apporter à la pratique médicale.